Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Lorcana FR, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto lexique. On va essayer de mettre des mots sur plein d'anglicismes, sur plein de mots liés au monde du TCG que vous, peut-être en tant que débutant, en tant que nouveau joueur qui arrivez sur Lorcana, n'arrivez pas à comprendre lorsque vous regardez du contenu vidéo sur internet. C'est vrai que ce soit PL ou moi-même, on a beaucoup d'années de TCG derrière nous, notamment liées à Magic, et que fort de cette expérience-là, on utilise beaucoup d'anglicismes qui sont globalement des raccourcis pour mettre en avant des concepts. Bonjour Nanook qui s'invite dans la vidéo. Pour encadrer des concepts qui sont plus ou moins complexes, mais réduits en un seul mot. Donc cette vidéo va s'adresser à tous les débutants dans les TCG, que ce soit Lorcana ou autre, parce que globalement on utilise un peu les mêmes mots pour tous les TCG. Il y a quelques mots qui sont inhérents, en tout cas spécifiques au monde de Lorcana, je les traiterai également. Et puis pour ceux qui sont déjà à l'aise avec le monde du TCG, ça vous fera au pire une piqûre de rappel ou alors une vidéo à proposer à tous les nouveaux entrants dans le TCG. Voilà, n'hésitez pas à anticiper la confiance et à laisser votre meilleur pouce bleu si jamais cette vidéo vous a été utile, à la partager évidemment, et ensuite à partager vos avis dans l'espace commentaire ou peut-être même traiter certains mots que je n'aurais pas eu l'idée de traiter bien évidemment. Au niveau des mots, j'ai essayé de regarder un petit peu dans mon propre contenu, dans les retours qu'on nous a fait sur internet, quels étaient les mots qui revenaient le plus souvent, les anglicismes et les notions qui revenaient le plus souvent. Donc normalement la liste elle est quand même assez sérieuse, mais si jamais j'en ai oublié quelques-uns, l'espace commentaire est là pour ça. On va traiter tous les mots un par un, sans ordre précis. L'idée, ça va être d'essayer d'encadrer au maximum ce que veut dire le mot, avec des exemples parfois, et surtout en vulgarisant le plus possible. Alors, le premier mot dont on va parler, c'est TCG. Bah ouais, il y a plein de gens qui jouent à Lorcana et qui ne savent pas ce que veut dire TCG. TCG, ça veut dire Trading Card Game, donc c'est un jeu de cartes à collectionner, traduction littérale française, et donc ça encadre tous les jeux qui se jouent, mais qui peuvent aussi s'échanger. Donc voilà, c'est les jeux qui ont littéralement des boosters, des boîtes de boosters, et dans lesquels vous pouvez avoir un tirage aléatoire avec un gameplay. Deuxième mot qui revient souvent dans nos vidéos, c'est le mana. Qu'est-ce que c'est le mana ? En fait, le mana, c'est les ressources qu'apportent les terrains dans Magic, et c'est vrai qu'on transpose ça aux cartes que l'on ancre dans Disney Lorcana. C'est-à-dire que dans Lorcana, vous prenez vos cartes, vous les mettez dans votre encre, et elles vous ajoutent du coup des ressources pour jouer vos cartes. C'est vrai que nous, par des formations de langage, ça fait 20 ans qu'on joue à Magic, et les cartes que l'on a ancrées, on dit qu'elles donnent du mana. Mais globalement, le mana, c'est l'énergie liée à Magic, alors que l'encre, c'est l'énergie liée à Lorcana. Donc quand on parle de mana, on parle du nombre d'encres, tout simplement. L'oré, c'est un anglicisme que l'on a francisé, qui est pas très clair pour plein de gens, mais quand on dit cette carte l'or à 3, ça veut dire que lorsqu'elle part en quête, elle va nous apporter 3 points de l'or, tout simplement. Autre terme qui revient souvent, un top deck. C'est quoi un top deck ? C'est la carte du dessus de votre deck, et généralement on parle de top deck quand c'est une carte clé, quand on attend une carte spécifique pour peut-être gagner la partie ou prendre l'avantage, et qu'elle est sur le dessus de notre deck, et donc globalement on n'en a pas la connaissance avant de la piocher, on appelle ça un top deck. C'est un peu l'effet Yu-Gi-Oh! L'âme des cartes, oh j'ai pioché la bonne carte, top deck. Ensuite, une notion qui est un peu plus précise ici et qu'on utilise souvent, le CA et le QA. Qu'est-ce que le CA ? C'est le Card Advantage, et qu'est-ce que le QA ? C'est le Quality Advantage. Ça, c'est une notion mathématique un peu plus importante, un peu plus précise, un peu plus compétitive. Le Card Advantage, c'est littéralement le principe d'accumuler plus de cartes que votre adversaire. Je prends un exemple très simple. Si jamais vous avez une carte qui vous en fait piocher 2, dans ce cas-là, vous avez fait un carte advantage de plus 1. Si jamais une créature que vous avez jouée sur votre sur votre terrain à Lorcana, une princesse ou autre, nécessite 2 cartes à votre adversaire pour la gérer, dans ce cas-là, vous avez encore fait du 2 pour 1. Il a utilisé 2 cartes pour en gérer une. Ça, ce sont des notions de card advantage, et plus la partie avance, plus vous générez ce qu'on appelle du CA, et plus vous allez, au fil de la partie, accumuler un certain avantage de cartes par rapport à votre adversaire, et ça permet souvent à la fin de se traduire par une victoire. Le quality advantage, c'est un petit peu différent. Le quality advantage, vous ne faites pas un avantage de cartes, mais vous faites un avantage en information.
Notamment, je vais prendre un exemple qui est plutôt lié à Magic. À Magic, vous avez des mécaniques qui vous permettent de regarder la carte du dessus de votre deck. Donc de prendre l'information de cette carte-là, de la laisser au-dessus ou de la remettre en dessous. Vous n'avez pas fait plus de cartes, vous n'avez pas récupéré une carte de plus que ce que vous auriez dû habituellement. Par contre, vous avez fait du quality advantage parce que vous savez quelle carte vous allez piocher, ou alors vous vous êtes permis de mettre en dessous de votre deck une carte que vous ne vouliez pas piocher. Donc là, vous faites un avantage de qualité où vous recherchez des cartes qui sont meilleures dans telle ou telle situation. Donc voilà, CA et QA, ça va revenir très souvent. C'est littéralement prendre l'avantage de carte ou l'avantage d'information. Autre notion qu'on utilise tout le temps quand on fait des gameplays, notamment sur cette chaîne, c'est le grind. C'est quoi le grind? Littéralement, la traduction de épuiser. Grinder, c'est épuiser l'adversaire. Donc quand on dit qu'on va grinder le deck de l'adversaire, c'est-à-dire épuiser toutes ses ressources, amener ce deck-là jusqu'à la fin de partie. Et la notion de grinder, ça veut dire qu'on aura globalement réussi à battre toutes les ressources de son deck. Donc pour avoir un deck grindy, il faut forcément un deck qui ne mise pas sur le début de partie, mais qui mise plutôt sur le fait de contrôler la partie, épuiser les ressources de l'adversaire pour ensuite pouvoir gagner à la fin de la partie. La notion de playable, quand on dit d'une carte que c'est un playable, ça veut dire que c'est une carte qui est jouable dans le sens du compétitif. Parce qu'évidemment, sinon, toute carte imprimée par l'Orcana est jouable, notamment pour des formats limités comme le draft. Mais quand on parle de playable, c'est dans la partie construite et compétitive. Il y a par exemple des associations de couleurs qui vont pas avoir assez de playable, donc de cartes jouables et puissantes pour fonctionner. On voit très très peu de decks rouge-gris par exemple, parce que dans cette synergie-là, on va estimer qu'il n'y a pas assez de playable. Voilà. Un autre mot qu'on utilise un peu moins souvent, mais que vous allez voir revenir quand même si vous regardez du contenu TCG, c'est commit. C'est quoi commit? Ce commit, c'est-à-dire tout donner. Tout donner sans prendre en compte ce qui pourrait arriver. Je prends un exemple, vos adversaires jouent probablement Soyez prêtes parce qu'ils ont un deck rouge et qu'ils ont envie de pouvoir détruire l'entièreté du terrain. Dans votre main, vous avez 4 créatures que vous pouvez jouer ou non. Ce commit, ça serait jouer les 4 créatures sans se soucier du fait que votre adversaire pourrait toutes les détruire avec Soyez prêtes. Donc généralement, en TCG, on évite de se commit, on essaye justement de réfléchir à quelles sont les possibilités de l'adversaire, et si jamais notre adversaire peut gérer l'entièreté de notre terrain, plutôt que de se commit, on va plutôt essayer de ne pas tout lui donner pour qu'il ne fasse pas un énorme avantage. Top 8, ça c'est un truc que vous allez entendre parler notamment dans les news, les décryptages d'actualité. Le concept de top 8, c'est lorsque l'on participe à un tournoi Lorcana, généralement le Graal à atteindre, le sommet du tournoi, c'est le top 8. C'est le petit tournoi dans le tournoi auquel on a envie de se qualifier. Et ensuite, ce top 8 se fait en élimination directe avec un quart de finale, un demi-finale et une finale. Faire top 8 à un tournoi, c'est globalement réussir son tournoi. Voilà. Notion de overextend, c'est assez proche de la notion de commit. Ça veut dire que vous avez déjà une domination du terrain, mais que vous allez rajouter des créatures sur ce terrain, des personnages sur ce terrain, alors que vous n'en auriez pas besoin. Donc c'est une overextension et ça prend le risque évidemment que votre adversaire soit capable lui de détruire tout le terrain. Et dans ce cas-là, plutôt que de pouvoir repartir parce que vous auriez gardé vos cartes en main, vous retrouvez un petit peu chocolat. Autre notion dont vous allez entendre parler, synergie et combo. Synergie, c'est une association de 2 cartes qui fonctionnent bien l'une avec l'autre. On a plein de très bonnes synergies dans l'Orcana. Je pense notamment à la petite Lilo pour un mana qui lore pour 2 et qui synergise très très bien avec Simba autour d'eux, qui avec sa capacité rempart va empêcher les adversaires d'attaquer dans votre Lilo et donc du coup de pouvoir avancer votre compte de lore. C'est une synergie. À ne pas confondre avec combo, ou combo là, disons que la somme des 2 cartes, l'association des 2 cartes ne résulte pas d'une somme de leur puissance, mais plutôt d'une multiplication de leur puissance. Donc quand on parle de combo, c'est dès lors que l'on associe qu'on associe 2, 3 ou plus de cartes, et bien dans ce cas-là, la résultante de cette association va être démultipliée. On parle souvent même de combo OTK, donc One Turn Kill, pour pouvoir tuer l'adversaire directement, ou alors mettre en place des effets qui vont entraîner des boucles. Voilà, tout simplement.
La cloque, qu'est-ce que c'est la cloque? Quand on parle de la cloque, c'est le nombre de tours qui restent à vous ou à votre adversaire avant de mourir. C'est simple, vous devez gagner avec 20 marqueurs lore à l'Orcana. Si jamais vous avez une créature, un personnage à un mana qui, en s'engageant, permet d'accumuler 2 marqueurs de l'or, et bien dans ce cas-là, vous mettez une cloque, une horloge, le temps qui passe, sur la tête de votre adversaire de 10 tours. Voilà. Si jamais vous avez une carte qui va accumuler 3 marqueurs l'or, et bien dans ce cas-là, vous lui mettez une cloque de 7 tours. Donc la cloque, c'est une notion qui permet d'établir, entre guillemets, quelle est la pression, littéralement, que met votre adversaire dans la partie. Ou vous-même, d'ailleurs. Deux notions aussi qui s'opposent, variance et consistance. La variance, entre guillemets, c'est ce qu'on va ramener à la chance. C'est-à-dire que la variance, c'est par exemple, dans une partie, ça va arriver, vous avez 16 cartes non ancrables dans votre deck de 60 cartes, et bien il se trouve que des fois, vous allez avoir, dès le début de la partie, toutes vos cartes non ancrables et vous n'allez pas pouvoir jouer. L'Orcana est un jeu qui limite énormément la variance, parce que la plupart des cartes de son jeu peuvent être des ressources, mais par exemple à Magic, vous devez avoir des personnages et des terrains, et si vous n'avez pas de terrain, vous ne pouvez pas jouer vos personnages. C'est ce qu'on appelle la variance. Je rappelle que la variance, elle se lisse sur un grand nombre de parties. Donc dites-vous que si vous n'avez pas de chance à un moment, vous finirez par en avoir à un autre. Mais voilà, la variance, c'est toutes les aléas, l'aléatoire qui peut se produire dans une partie. Parfois la variance est positive, parfois elle est négative. A l'inverse, on parle de consistance quand notre deck fait très souvent la même chose. Donc quand un deck est très consistant, notamment parce qu'il a des dynamiques de pioche et qui nous permet de trouver certaines cartes clés très rapidement dans la partie, qu'il va générer globalement les mêmes sorties et le même avantage à peu près dans les mêmes tours lors d'une partie, on dit qu'un deck est très consistant, il se tient bien et il fonctionne assez régulièrement. Ça n'empêche pas d'être variancé des fois, mais globalement, on le caractérise comme un deck stable. Autre notion, la résilience. C'est quoi la résilience? C'est être capable de régénérer des ressources quand la partie avance. Un deck résilient, c'est à l'inverse d'un deck plutôt agressif qui lui va essayer de rapidement gagner la partie, puis ne plus avoir de ressources. Et bien la résilience, c'est être capable sans cesse de régénérer quelques ressources, de reposer des créatures, des personnages sur le terrain, d'être capable de se substituer aux interactions de notre adversaire, et donc un deck qui est capable d'aller jusqu'à la fin de partie avec une pression constante, et bien on appellera ça de la résilience. Le board stall, c'est un anglicisme aussi qui est utilisé quand de part et d'autre, les deux joueurs ont pas mal de personnages sur le terrain. Et vous voyez ce sentiment que vous pouvez avoir où vous vous dites, alors là, je n'ai pas le droit de partir en quête pour l'aurer, parce que sinon mon adversaire va pouvoir me challenger et tuer certains personnages clés. Et inversement, de l'autre côté, lui non plus ne peut pas partir en quête, parce que sinon c'est vous qui allez challenger ces personnages. Donc c'est ce qu'on appelle un statu quo. Et bien c'est ça le board stall. Généralement pour briser les dynamiques de board stall, ça passe par de l'interaction ou alors des cartes évasives. Board Sweeper, Vras. Board Sweeper, c'est un anti-bet de masse. On l'appelle aussi Vras parce que ça vient d'une carte très connue de Magic qui a créé le concept qu'on appelle Colère de Dieu, Wrath of God. C'est le fait de pouvoir remove, enlever, détruire l'entièreté du terrain. C'est ce qu'on appelle un Board Sweeper. Challenge, challenge, vous le savez, si jamais vous connaissez l'Orcana en anglais, challenger une carte, c'est comme un Magic, challenger une créature, c'est lui opposer une carte qui est capable de la bloquer ou alors de l'attaquer. C'est pareil à l'Orcana, quand vous challengez un personnage adverse, c'est que vous êtes capable d'attaquer dedans et généralement, la plupart du temps, de le trade, c'est-à-dire d'échanger vos deux cartes. La race, qu'est-ce que la race? Ça aussi on en parle souvent lorsqu'on joue, notamment quand on propose du gameplay. La race, c'est ce qu'on appelle la course, c'est une course qui va s'enclencher entre les deux joueurs, où on n'a plus du tout de notion d'interaction. Le but ici n'est pas de limiter les ressources de l'adversaire, ou alors de détruire les cartes qu'il a sur le terrain, mais plutôt d'essayer de marquer le plus de marqueurs lore le plus possible, ce à quoi votre adversaire va répondre aussi par une course au marqueur lore, et dans ce cas-là, on appelle ça une race. Qui est le premier à accumuler le plus de marqueurs lore? Ça se joue beaucoup à ça l'Orcana, notamment en fin de partie. Il y a des decks qui sont beaucoup plus doués pour d'autres pour racer. Voilà. Un removal, qu'est-ce que c'est un removal? C'est une interaction
un anti-bête, un anti-personnage, une carte qui va permettre de détruire un personnage, notamment fracasser, qui va mettre 3 dégâts dans un stage de 2, et bien dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle un removal. Boonsei pareil, ça vient de Magic. Il faut savoir que la plupart de ces théories, de ces termes viennent de Magic, ont été théorisés parce que Magic a 30 ans d'existence. Un boon, c'est quand on renvoie un personnage dans la main de son propriétaire. On a des effets comme ça, alors qu'il y en a qui ne s'appellent pas forcément boons. Mais si vous nous entendez parler de boons, c'est un personnage, c'est le renvoyer dans la main de son propriétaire. On parle aussi d'avoir des outs. C'est quoi avoir des outs? Avoir un out, c'est avoir une solution dans son deck pour changer la dynamique de la game, se sortir d'un pétrin, d'une mauvaise situation, voire gagner la game instantanément. Donc quand on est derrière dans la partie, quand on est en train de perdre, eh bien on essaye de calculer quels sont nos outs, les cartes qui nous sauvent, et si jamais on se rend compte qu'on n'a plus aucun out, qu'il est incapable de renverser la partie, et bien dans ce cas-là, c'est le moment où on a le droit de concéder pour passer à une autre game. Mais il faut tout le temps, avant de concéder, se demander, est-ce que j'ai des outs dans mon deck? Mon adversaire a un terrain avec plein de personnages. Moi, je vais probablement perdre le tour d'après parce qu'il va pouvoir marquer ses 20 marqueurs lore d'un coup. Mais il me reste un out dans mon deck. J'ai le droit de piocher, soyez prête, pour pouvoir détruire tout son terrain. Vous nous entendrez aussi beaucoup parler de ça si vous regardez des gameplays. Les match-ups, ça on en parle plutôt dans les décryptages de tournois, les news et les actualités. Qu'est-ce que c'est le match-up? Et bien du coup c'est l'interaction entre un deck A et un deck B. On théorise souvent qui a le match-up, ça veut dire qui a un affrontement, un résultat d'affrontement positif dans ce duel. Donc c'est quelque chose qui est théorisé et qui permet de placer les decks les uns en fonction des autres. Petit exemple, on va dire que le deck Amber Steel Midrange va avoir un match-up positif contre Ruby Amethyst Control et inversement, on va dire que Emerald Amethyst va avoir un match-up positif contre Ruby Amethyst Control également. Ensuite, notion de early, mid et late, notamment early game, mid game, late game. Ça, vous allez nous entendre tout le temps en parler quand vous entendez en early, il faut que je fasse ça, en late game, j'ai l'avantage, il faut que je sois fort sur le mid game. Eh bien, c'est juste 3 étages qui découpent le temps d'une partie. L'early game, c'est le début de la partie, le mid game, c'est le milieu de la partie, et le late game, c'est la fin de la partie. Généralement, les archétypes, donc les différents types de jeux que vous allez pouvoir jouer à l'Orcana, essayent de prendre l'avantage à différents niveaux de la partie. Les decks agressifs veulent dominer leur early game pour essayer de gagner facilement la partie. Les decks plus mid-range, donc la notion de mid-range, c'est-à-dire établir une domination sur le milieu de la partie, vont essayer justement de dominer ce fameux milieu de partie avec des cartes à 4, 5, 6 mana, ce qui est vraiment le mid-game de l'Orcana. Et enfin, le late game, c'est plutôt les decks contrôle qui veulent arriver jusqu'au late game, parce qu'ils seront capables ensuite, eux, de jouer des cartes très puissantes qui vont juste écraser ce que propose l'adversaire. On dit d'un adversaire qu'il est full tap, on peut être full tap de notre côté aussi, quand il n'a plus de ressources d'encre. Vous avez 6 encres, vous avez joué un personnage qui coûte 6, et bien dans ce cas, vous êtes full tap, vous n'avez plus d'encre à disposition. Être mana efficient, pareil, c'est un jargon qui vient de Magic, parce que vous avez le terme mana, mais on se rappelle que mana, c'est le nombre d'encres, c'est la ressource que va vous donner vos encres. On pourrait parler d'encre efficient. Être mana efficient, ça veut dire jouer des cartes tous les tours qui utilisent toutes vos encres. Un personnage a un mana au premier tour, un personnage a 2 mana au deuxième tour, un personnage a 2 mana au troisième tour et un personnage a 1 mana. Et donc le fait de toujours utiliser son encre au maximum de ses possibilités, c'est être mana efficient. C'est assez important dans les TCG. Généralement, plus on est mana efficient, plus on a des chances de gagner la partie. Un staple, c'est quoi un staple? C'est une carte plutôt générique qu'on va pouvoir mettre dans plusieurs decks et qui va globalement toujours être utile. Le staple, c'est vraiment la carte de base, la carte que tout le monde apprécie et la carte que vous allez retrouver dans plusieurs paquets. Je pense notamment à des cartes comme Fracasser, parce que c'est une carte qui s'ancre et qui permet de détruire une créature. C'est un staple de l'Orcana.
La 8, il n'y en a pas beaucoup à l'Orcana pour l'instant parce qu'on n'a pas de side, donc d'adaptation de son deck pour pouvoir jouer une seconde partie après la première. Mais les cartes de 8, si jamais ça vient à venir dans l'Orcana, il peut y en avoir aussi dans votre deck de base. C'est des cartes de détestation, donc des cartes qui ont un effet très étroit et non pas polyvalent, mais du coup qui vont cibler spécifiquement une mécanique ou une carte de votre adversaire. Je prends l'exemple de tous les gens qui jouent des bêtes à 5 d'encre dans leur deck. Eh bien, c'est pour spécifiquement détruire les objets des decks Ruby Amethyst Control. On peut appeler ça une carte de hate contre Ruby Amethyst Control. Un autre mot que vous allez entendre partout, tout le temps, le metagame. C'est quoi le metagame et non pas la metagame? C'est un anglicisme, c'est l'environnement du jeu. Alors on peut dire la méta, c'est des dérivés qui existent. On peut dire le méta, la metagame, le metagame. Vous dites ce que vous voulez, il n'y a pas de vérité. Moi je dis le metagame, c'est l'environnement du jeu. C'est l'ensemble des decks performants en tournoi, connus et reconnus par la communauté des joueurs compétitifs qui vous permettent, vous, de vous placer hiérarchiquement par rapport à d'autres decks. Généralement, on dissocie même le metagame en différents tiers. Les decks les plus représentés et les plus forts vont représenter le tiers 1. Parfois même, il y a un deck qui est plus fort que tous les autres, on l'appelle du coup le tiers 0. Des decks qui sont très puissants, mais un petit peu moins puissants que les 2-3 decks dominants, on va appeler ça le tiers 2. Et voilà, tout ça, ça crée l'environnement du jeu, l'ensemble des decks jouables. Typiquement, Ruby Amethyst Control, ça fait partie des tiers 1 du metagame, ça fait partie de l'environnement du jeu. Si vous faites un tournoi, vous allez en rencontrer. Par contre, je reprends l'exemple de rouge-gris, ça ne fait pas partie du metagame, quasiment personne ne joue ça, il n'y a pas de liste compétitive qui ont performé ou fait des top 8 récemment, donc du coup on ne le prend pas en compte quand on monte son deck, parce qu'on sait qu'on ne va pas en affronter. On va parler aussi de notions de proactivité, de réactivité. On parle d'un deck proactif ou alors d'un deck réactif. C'est simple, un deck proactif, c'est lui qui établit le jeu, qui établit la pression, c'est-à-dire qu'il va jouer des personnages, il va chercher à prendre le terrain, à rajouter des marqueurs lore le plus rapidement possible, tandis qu'un deck réactif va plutôt jouer en réaction à ce que vous faites, il va plutôt chercher à interagir avec vos personnages, détruire ce que vous mettez dans le terrain, générer plus de ressources que vous pour gagner la partie à terme. Donc les decks proactifs sont plutôt les decks aggro et midrange base agressive, tandis que les decks réactifs sont plutôt les decks mid-range plutôt base contrôle ou les decks très contrôle, la différence entre un jeu proactif et réactif. Et ce qui est intéressant, c'est que quand deux decks s'affrontent, deux decks aggro s'affrontent ou deux decks mid-range s'affrontent, eh bien forcément il y aura un joueur proactif et un joueur réactif, et ça dépend souvent de la tournure de la partie, et se tromper de rôle dans ce scénario-là vous fait souvent perdre la partie, c'est-à-dire être le joueur réactif alors que le jeu demande que vous soyez le joueur proactif, ça peut vous faire perdre la partie instantanément, donc il faut bien faire attention à quel est votre rôle. Est-ce que c'est à moi de mettre la pression? Est-ce que c'est à moi de gérer la pression de l'adversaire? Est-ce que je vais entamer une course ou est-ce que je dois plutôt essayer de gérer le terrain de l'adversaire? C'est des notions qui sont pas faciles à voir et à comprendre au début quand on débute dans le TCG, mais au final après on s'y fait très rapidement. Le beatdown, c'est un peu comme la proactivité, le beatdown, c'est-à-dire établir une pression sur le terrain. Donc quelqu'un qui a plein de personnages sur le terrain et qui est capable de rajouter plein de marqueurs lore dans sa besace, eh bien c'est quelqu'un qu'on dit qu'il a le beatdown, voilà, tout simplement. La tempo, c'est quoi la tempo ou le tempo? C'est le rythme de la partie. Alors c'est une notion qui est assez floue, pas facile à expliquer, qui vient de Magic et qui n'est pas encore très visible sur l'Orcana, mais avoir la tempo, c'est établir le rythme de la partie, c'est-à-dire qu'on a un petit peu la partie en main, c'est nous qui décidons si jamais on met des personnages sur le terrain, si on réagit plutôt à ce que fait l'adversaire, si on challenge ces personnages ou si on préfère juste accumuler du lore. Et quand on a la tempo, eh bien c'est l'adversaire qui doit se mettre à notre rythme, qui doit jouer en fonction de ce que nous on joue. Ça se rapproche un petit peu de la proactivité, notamment dans l'Orcana.
On a rapidement parlé des différents archétypes, aggro, midrange, contrôle, combo. Je vous le refais rapidement. Aggro, on veut établir une domination au début de la partie. Midrange, on veut établir une domination au milieu de la partie. Contrôle, on veut établir une domination à la fin de la partie. Et combo, on veut associer des cartes pour créer des synergies qui vont nous permettre de gagner la partie très rapidement. Vous nous entendez aussi souvent parler, ça c'est un tic de langage, de drop 1, de drop 2, de drop 3. Qu'est-ce qu'un drop ? Eh bien en fait ce sont juste des cartes. Voilà. Quand on dit un drop 1, c'est un personnage à un mana. Quand on dit j'ai un drop 3 dans la main, ben, ça veut dire que j'ai un personnage à 3 dans la main, à 3 d'encre. C'est un tic de langage qui vient de Magic aussi. C'est pas très important de le connaître, mais au moins quand vous nous entendez en parler, vous savez ce que c'est. On parle souvent de spell aussi. Un spell, c'est un sort, pareil, c'est un dérivé de Magic, et un spell, c'est une carte action, tout simplement. Quand on parle d'un spell, c'est par exemple soyez prête, fracasser, ou n'importe quelle autre carte qui est une action qui permet d'avoir un effet sur le terrain. Vous nous entendez aussi souvent parler de ramper, notamment avec la capacité des cartes saphir. Ramper, c'est accumuler des encres sur son terrain. La notion de ramper, c'est encore une notion qui vient de Magic. Si jamais vous êtes capable d'accumuler plus d'encre que votre adversaire rapidement dans la partie, tout simplement parce que vous avez des effets de cartes qui disent ajouter une carte encre, une carte du dessus de votre deck dans votre zone d'encre, eh bien vous avez rampé de 1. Donc si jamais vous avez 9 marqueurs, 9 encres pendant que votre adversaire n'en a que 5, eh bien vous avez rampé de 4 par rapport à lui. Donc ramper, c'est s'accélérer en encre dans la partie, et ce sont des stratégies à part entière que l'on peut rajouter dans les archétypes tels que aggro, midrange, contrôle. On a aussi les archétypes ramp. On parle aussi de carte morte. Une carte morte, c'est pas que la carte est nulle, hein. C'est que dans un match-up donné, dans une interaction donnée, cette carte-là n'a pas d'utilité. Je pense par exemple à une carte comme Fire the Cannon, qui par exemple dans des decks, quand on affronte des decks contrôle, n'aura pas d'application, et en plus on ne peut pas l'ancrer. L'avantage des cartes de l'Orcana, c'est que la plupart, si elles sont mortes, on peut les mettre dans notre zone d'encre, et donc du coup elles ne sont jamais mortes parce qu'elles nous donnent une ressource supplémentaire. Mais si jamais cette carte n'est pas ancrable et qu'elle n'a pas d'intérêt contre le deck que vous affrontez, eh bien on dit de cette carte-là qu'elle est morte, tout simplement. On parle souvent aussi de payoff. Un payoff, c'est la récompense. Qu'est-ce qu'un payoff ? Eh bien, c'est la carte que vous serez content de piocher lorsque vous aurez établi une certaine stratégie pendant la partie. Celle qui va récompenser toutes les interactions et tous les mouvements que vous avez fait dans une partie. Je prends l'exemple de Ruby Amethyst Control. Si jamais vous avez bien réduit entre guillemets l'agressivité de votre adversaire, que vous avez bien interagi avec ces cartes, eh bien trouver une Elsa à la fin de la partie, c'est trouver sa récompense, trouver son payoff. C'est la carte qui va permettre de stabiliser définitivement le terrain et qui va vous permettre de cumuler rapidement de l'encre pour pouvoir gagner la partie. Donc le payoff, c'est la récompense, c'est souvent des cartes très puissantes, très impactantes. Corner, on dit d'une carte qu'elle est corner quand elle est très ciblée, c'est l'inverse de polyvalente. Une carte polyvalente, c'est une carte qui va avoir une application dans à peu près tous les matchs. Une carte corner, c'est une carte qui va avoir une application bien définie que contre certains cas spécifiques. La bête, par exemple, pour 5 mana qui détruit un objet, c'est une carte corner. Si votre adversaire il ne joue pas d'objet, son effet n'est pas du tout utile. Disrupter, c'est établir de la disruption face à ton adversaire, donc c'est-à-dire mettre des bâtons dans les roues de l'adversaire, empêcher l'adversaire d'établir son plan de jeu. Si ton adversaire il joue style saphir objet et que son but c'est de mettre plein d'objets sur le terrain pour pouvoir notamment piocher des cartes avec le papa de Belle, eh bien vous pouvez le disrupter avec de la destruction d'objets. Je prends souvent cet exemple parce que c'est assez clair, notamment avec la bête qui va détruire ses objets. Vous disruptez, vous empêchez son plan de jeu de s'établir.
On a la pression qui est souvent couplée à la disruption. La pression, c'est prendre le terrain, mettre de la pression à votre adversaire. On a 3 types de pression. Il y a la pression par les personnages, parce que vous avez plein de personnages et que vous allez être capable de marquer plein de marqueurs lore. Donc votre adversaire est sous pression parce que vous allez pouvoir bientôt gagner la partie. Il y a la pression de j'établis mon plan de jeu, je suis en train de set up mes synergies les unes avec les autres. Et donc du coup, ça met votre adversaire sous pression parce que vous allez pouvoir, entre guillemets, mettre en place ce que vous prépariez depuis quelques tours. Et puis vous avez la pression de la partie avance, et plus la partie avance, plus le deck contrôle de mon adversaire va avoir ce qu'on appelle l'inévitabilité, c'est-à-dire que je ne vais plus pouvoir, quoi qu'il advienne, gagner la partie, car il aura des cartes beaucoup plus puissantes que nous. Donc la pression, entre guillemets, c'est juste la pression que vous allez établir sur votre adversaire en fonction de votre style de jeu. Un autre mot que vous allez entendre, mais partout, tout le temps, c'est la value. C'est quoi la value? Eh bien, c'est l'accumulation de cartes. C'est très proche du card advantage. Par exemple, on peut dire que Maléfique a 3 mana qui, quand elle arrive sur le terrain, vous permet de piocher une carte. Et ben, elle a fait un petit peu de value parce qu'elle s'est remplacée. Elle vous a permis d'avoir une carte supplémentaire. Et si votre adversaire utilise une carte pour la tuer, eh bien, c'est pas grave, elle s'est remplacée. On fait de la value. Par exemple, quand on a Stitch à 6 mana sur le terrain et qui, à chaque fois qu'on joue un personnage à 1 ou 2 mana, nous permet de piocher une carte, et bien là, dans ce cas-là, on se gloutonne de value, on pioche plein de cartes, on fait beaucoup de value. Voilà, c'est un anglicisme très très utilisé dans le TCG. La notion de prendre le board, j'en ai beaucoup parlé, c'est prendre le terrain. Prendre le board, c'est accumuler plus de personnages sur le terrain que votre adversaire. Ça vous permettra à la fois de générer plus de marqueurs lore que lui, mais en plus de pouvoir challenger les futurs personnages qu'il jouera. Donc prendre le board, c'est notamment très bien dès lors que vous jouez des decks aggro ou des decks mid-range. Et enfin, dernier mot que vous allez nous entendre dire assez régulièrement dans l'Orcana, on parle de boucle quand on parle d'une association de 2 cartes qui peuvent s'évoluer. Je pense notamment à la boucle Tinkerbell ou alors à la boucle Stitch. La boucle Stitch, c'est quand vous jouez votre Stitch à 1 mana et que vous évoluez par-dessus lui, le Stitch à 6 mana. Ben, on parle de la boucle Stitch. Pareil pour la Tinkerbell à 3 mana, sur laquelle vous pouvez faire évoluer la Tinkerbell à 6 mana. Eh bien, c'est la boucle Tinkerbell. Voilà, c'était pas une vidéo courte, mais j'avais plein de mots à traiter pour que j'espère vous puissiez un petit peu mieux suivre nos vidéos sur Valepel Lorcana FR, que ce soit les reviews de deck, que ce soit les news d'actualité ou alors même les gameplays. J'ai essayé de traiter de toutes les notions qui sont revenues dans l'espace commentaire ou alors que j'ai moi trouvé en regardant un petit peu mes replays. Si jamais j'en ai oublié quelques-uns, vous posez vos questions dans l'espace commentaire, la communauté vous répondra ou alors moi je prendrai le temps évidemment de vous répondre. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Merci à tous de l'avoir regardé. Encore une fois, pensez au soutien, à vous abonner si la vidéo vous a plu et à mettre le pouce bleu. Partagez dans l'espace commentaire, déroulez la description. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.